émission numéro 56! Hey, bienvenue dans le nouveau studio. À chaque fois, je dis toujours ça, le nouveau studio, mais man, parce qu'à fur et à mesure, je rajoute toujours un morceau de plus, là, finalement. Tu sais. Donc, bienvenue dans la version, on avait dit quoi? C'était la dernière fois, je pense que c'était la version 3.0. Là, on va arriver à 4.0, puis le 5.0 va arriver aussi dans pas long. Là, tu sais. Alors, mais, c'est une semaine ou deux. J'ai une semaine ou deux. Là, j'ai plein d'autres idées. Parce que là, l'affaire avec le studio, présentement, c'est que, moi, ben, tu sais, là, moi, Sylvain, là, ça a toujours été un rêve d'avoir vraiment un studio de radio. Comme on l'avait dit dans la dernière émission, ça a commencé quasiment dans un garde-robe, puis qu'on a commencé à sortir du garde-robe. Non, mais on a agrandi le bureau pour que ça devienne un mini-studio dans l'autre appartement. Puis là, par après, on est arrivé ici. Là, j'ai commencé à acheter, dépenser un petit peu, beaucoup, trop passionnément pour le studio de radio. Et là, ça fait en sorte qu'on a une belle table d'acacia, un beau mur de bois de grange, on a des beaux pieds de micro, on a aussi des caméras qui sont en arrière et en avant. Là, on a réussi à racheter la lumière pour justement le studio en tant que tel, parce qu'il n'y avait pas de lumière ici. Donc, tranquillement, ça se transforme comme un vrai studio. Je continue à faire des tests. Fait que pour ceux et celles qui nous regardent présentement, vous allez voir probablement deux types d'images. Donc là, il y a la première image qu'on voit ici, qui est avec notre Sony Alpha 6400, qui devrait être les caméras du studio en tant que tel. Et j'ai aussi en haut, en arrière, ce qu'on vous regarde présentement, c'est ma Panasonic GH5. Donc, cette Panasonic-là, habituellement, ça va être la Panasonic que je vais faire mes vlogs ou je vais faire tout ça, ce qui est peut-être documentaire éventuellement, que je vais faire tout ça sur la franc-maçonnerie. Donc, c'est deux caméras vraiment très différents. Et donc là, on va comparer les images, on va continuer à faire des tests. Donc, vous risquez de voir une certaine différence quand on va avoir une interaction, quand on va avoir nos interactions, puis on va changer l'angle de caméra. Et éventuellement, je vais aussi rajouter une troisième caméra ici. Là. Donc, en tant que tel, là, ça devrait être quand même pas mal complet. Là. Ça va être un vrai studio. Là. Puis, si les gens se demandent comment ça coûte, je répondrai tout simplement en disant que ça a coûté cher. Donc, c'est quand même assez dispendieux, un studio. D'ailleurs, toi, Sylvain, ben, tu commences un petit peu à connaître ça parce que tu as fait tes études. Tu étais en train de faire tes études là, en multimédia, vidéo et tout ça. Fait que tu peux bien imaginer comment que tout cet équipement-là peut coûter aussi. Là, hein? Oui. Ouais, c'est ça. Je suis allé magasiner moi aussi. C'est ça. Je suis resté étonné du coût de l'équipement. Oui. Puis c'est que le problème aussi, c'est que quand tu commences à avoir quelque chose, tu dis « Ah, là, c'est le fun, ça me donne un type d'image. » Puis là, après ça, je pourrais dire « Ouais, mais là, si je change de lentille, ça prend une telle autre image. » Puis là, après ça, ben oui, mais le son, il est bon, mais si je paye un autre 200-300 pièces de plus, je pourrais avoir un autre micro qui me donne telle autre fonction. Puis là, ça arrête plus, puis c'est juste comme à l'infini, tu sais. Ça arrête jamais, cette affaire-là, tu sais. Donc c'est ça. Fait que là, maintenant, ben, c'est ça commence à peut-être une centaine de piastres à une couple de milliers de dollars pour tout faire ça. Puis quand j'ai vu, dernièrement, je me suis beaucoup inspiré aussi avec le podcast de Mike Ward, sous écoute, et aussi Two Drinks Minimum, qui ont leur studio. Puis quand j'ai su comment eux, ça leur a coûté, j'étais un peu découragé de voir jusqu'à où que je pourrais me rendre. Tu as réalisé que ton émission, c'était sous le budget plutôt que sous le bord. Oui, c'est ça. Il va falloir que je fasse une proposition, Sylvain. Mais c'est ça. Donc, mais je suis très heureux qu'on soit quand même dans ce studio-là. Je suis très heureux de l'avoir parmi nous. Ça fait quand même 2 mois qu'on n'a pas fait d'émission. Ça fait quand même un certain temps. On a quand même fait des vlogs. Tu sais, lorsque je... suivi. Oui, on était allé se promener avec le frère Mathieu et tout ça. Fait que ça, c'était quand même assez agréable. Mais vous autres, comment ça s'est passé de votre côté durant ces 2 mois-là? Moi, ma bédaine a poussé. Ben oui, j'ai vu ça. ça fait plouche. Pouf. Oui, j'ai vu ça. C'est pas mal ça. Oh. Puis toi, Sylvain, est-ce que ta bédaine aussi a fait plouf? Oui, j'ai fait une grossesse d'accompagnement, malheureusement. Comme tu peux voir. Mais là, je porte un autre bébé. Oui, un autre gros bébé. Chien, oui, c'est ça. Cocotte. Cocotte est là, bien tranquille, puis elle nous regarde, on va dire pourquoi vous parlez de moi, là, pas contente. Mais c'est bien ça. Puis côté maçonnique, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu des belles expériences dernièrement? Comment ça s'est passé votre vie maçonnique, on pourrait dire? Ben moi, j'ai continué avec le Vénérala, donc je continue d'approfondir cette belle expérience-là. Et puis, j'apprends beaucoup sur moi. Je pense que, tu sais, on en parlait dans le passé, tu sais, il y a toujours des choses qu'on arrive qui sont nos challenges. Tu sais, que c'est vraiment le point focal du challenge. Je pense que pour moi, dans les postes d'officier, c'est ça. Ah, excellent. Il y a plein de belles choses que ça m'amène à réfléchir, à comprendre, à faire différemment, puis à découvrir sur moi aussi.
il y a comme des façons d'être, des qualités que je soupçonnais, que finalement, ils sont plus développés que je pensais. C'est juste que j'avais pas eu la chance de les exprimer. Puis d'un autre côté, il y a des choses que je me doutais qu'elle allaient être des challenges, puis c'est confirmé. Tu vois, ça fait travailler. Absolument. Mais là, toi, tu vas accoucher pas long, j'imagine. Qu'est-ce qui va se passer avec ton Vénérala? Mais je continue le Vénérala quand même. C'est juste que, dans notre constitution, il y a c'est stipulé là, qui va remplacer et tout ça. Donc, la prochaine personne sur la liste va me remplacer. Et puis, c'est ça. Fait que probablement pour janvier et février. Puis après ça, c'est sûr, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on peut toujours prévoir comment ça se passe. On peut pas prévoir la date, tu sais, tout ça. Donc, on prévoit pour l'instant janvier, février, puis on va voir. Mon intention, c'est de revenir autour de mars. Là. Oh oui, puis tu sais, au PDK, pendant ce temps-là, Sylvain peut donner le sein aussi à l'enfant. Fait que, tu sais, je veux dire, ça c'est correct, là. Je veux dire, tout est en contrôle. Ma mère m'a toujours dit que j'étais un saint homme. Bon, tu vois, regarde. Fait que là, on a toutefois, quand je regarde Claudia et je regarde le livre saint, je ne sais plus à quel saint me vouer. Bon. Mais c'est bon, Claudia, pour ce qui est de ton Vénérala, c'est excellent. Fait que ça te fait travailler, puis en même temps, tu vas pouvoir passer le maillet à quelqu'un d'autre temporairement pour le reprendre par après. Fait que je trouve que c'est vraiment une expérience fantastique. Je pense que pour la loge, ça va être une super belle expérience. Puis tu sais, c'est drôle parce que je disais ça justement en loge l'autre fois, tu sais, on parlait de différentes choses, puis je disais, vous savez quoi, ça fait 6 mois là, que je suis installée, puis j'ai pensé au moins 55 fois démissionner de mon poste, au moins. Puis là, c'est ça que je leur disais, tu sais, des fois, ça arrive pour des raisons familiales ou des choses comme ça, tu sais, qu'on doit le faire. Puis ce que je ressentais vraiment dans de moi, c'est que, tu sais, j'aurais eu une bonne raison. Tu sais, je suis enceinte, je m'apprête à avoir un enfant, je veux me consacrer à ça aussi, tu sais. Exact. Puis je savais que si je faisais ça, c'était une fuite. Ah ouais. Oui, je savais que si je faisais, tu sais, j'aurais eu la parfaite raison de le faire. C'était mon défi intérieur parce que là, je tombe avec comme des responsabilités, des choses que je suis pas habituée. Puis ça a été mon point de sortie. Fait que si on OK, fait que si on prend l'exemple que justement tu as tout fait finalement pour un genre de combat intérieur pour rester là quand même, dire non, je vais continuer tout ça. Le fait que tu vas partir pendant 2-3 mois. Est-ce qu'il y a certains détachements que tu as fait quand même là-dessus? Parce que précédemment, tu essayais de trouver des raisons, mais là, finalement, tu as décidé de persévérer. Mais là, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, il va falloir quand même que tu te détaches de ce poste-là. Y a-tu quelque chose en dedans qui te fait comme un... y a-tu un genre de sentiment que tu as que soit que tu dis, ben là, vu que j'ai décidé de rester, ben je veux quand même avoir une certaine méprise, mais je peux pas, fait qu'il faut que je fasse un lâcher prise, mais si je lâche trop de prise, ben là, ça va-tu remettre d'autres mémoires que tu avais auparavant? Non, ça, je ressens pas ça. Parce que c'était vraiment comme, OK, est-ce que je me délaisse de cette responsabilité-là pour me consacrer à la grossesse, tu sais, puis au futur bébé qui s'en vient. Puis, mais non, ça, c'est pas quelque chose, tu sais, j'ai vraiment confiance au niveau des officiers. Je pense que ce qu'on bâtit, c'est solide. On a une belle synergie. J'ai pas l'impression, tu sais, mon rôle, c'est pas d'avoir une main prise ou quoi que ce soit. Là. Mon rôle, c'est une certaine guidance d'un groupe, tu sais, il y a une animation de groupe puis une certaine guidance du groupe pour aider le groupe à prendre des décisions. Alors, je vois pas ça comme ça. De toute manière, c'est pas moi qui prends les décisions, hein, c'est l'ensemble c'est les maîtres de la loge, le collège des officiers, tout ça. Donc, je vois pas ça comme ça, puis ça m'amène pas. Je pense que c'est normal, tu sais, pendant cette période-là, je sais pas. Ma loge est prévue à 1 semaine d'intervalle avec ma date prévue d'accouchement. Fait que, tu sais, je trouve que c'est normal que je demande à quelqu'un de me remplacer, puis si jamais j'accouche un peu après, c'est l'autre loge d'après. Ou pendant la loge. Pendant la loge. Il y a des rituels qui existent que le vénérable maître peut suspendre les travaux à tout moment pour un état d'urgence. Et ça peut être considéré comme un état d'urgence. Cling, c'est fait, on ferme les travaux. Emmenez-moi à l'hôpital, ça presse. Ou elle peut accoucher entre les 3 colonnes aussi. Oh mon Dieu, hey, c'est ça. Devant le pavé mosaïque. Je vais m'en tenir à mon plan initial. Moi, je trouve ça vraiment le fun. Je trouve que pour la dynamique de la loge aussi, c'est positif, tu sais, parce que ça va être quelque chose d'autre, d'autres sujets, une autre personne, une autre énergie. Pour la personne, c'est le fun. Pour tout le monde, c'est le fun.
ça va permettre à l'autre personne de se dépasser aussi. Ben oui, c'est ça. De voir aussi si potentiellement elle serait intéressée vraiment de prendre ce siège-là une fois que peut-être quand tu vas terminer ton mandat ou que si elle change de loge ou si elle décide de créer une loge un jour, elle pourrait prendre ce poste-là. Fait que ça permet de faire un test aussi là-dessus. Ça permet aussi de retravailler son leadership, sa communication. Puis c'est sûr qu'elle va se remettre en question pour plein d'affaires. Si je pense que c'est la personne que je pense, là, je sais que ça va la faire travailler dans le bon sens aussi là-dedans. Fait que c'est fantastique. Jusqu'à maintenant, on a fait de la préparation, puis c'est vraiment bien. Je pense que ça va être une super expérience. Les sujets, les expériences qui vont être là. C'est vraiment le fun de voir des gens s'émanciper, de les voir grandir, puis prendre un rôle de leadership qu'ils n'ont jamais pris avant, puis ça, c'est très gratifiant. Ben, ça veut juste dire que le processus maçonnique fonctionne bien, là, que les gens se font confiance, puis dépassent leurs limites. En fait, connaissent leurs limites, puis décident quand même de les franchir, puis de les dépasser pour créer de nouvelles limites par après. Fait que moi, je pense que c'est super important, là, effectivement. Avant qu'on commence notre sujet aujourd'hui qu'on voulait faire, parce qu'on voulait parler des peurs, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut discuter là-dessus. Il y a eu même des situations, une anecdote que je voudrais conter sans nommer la personne exactement, mais juste parler du contexte, puis que ça nous permet de réfléchir à tout ça, parce que le sujet aujourd'hui, comme je disais tantôt, c'est la peur, et cette personne-là, malgré les peurs qu'elle a eues, m'a fait beaucoup réfléchir et fait penser à plein de choses, en fait, plein de choses de philosophie là-dedans. J'aimerais ça partager ça avec vous. Mais avant ça, j'ai reçu des cadeaux. Donc, parce que c'est le temps de Noël, hein? Là, j'ai pas de musique de Noël, en fait, je pourrais en rajouter durant la vidéo, là. Père Noël! C'est ça! C'est le Père Noël! Oh! Père Noël! Je me souviens de ma voix que j'avais pris, comme le petit lutin. Je ne sais plus comment tu m'appelais, mais j'étais le petit lutin. Donc, je vais sortir les cadeaux. Donc, on a reçu En fait, on a reçu 3 cadeaux. Donc, moi, j'ai un cadeau, toi, t'as un cadeau, et Sylvain n'a pas de cadeau. C'est une joke que Sylvain aussi a un cadeau. Et c'est le premier cadeau. Mystérieux. Oui, donc, c'est marqué à Claudia. J'imagine que tu peux le lire en ondes, parce que quand la personne m'a contacté, j'ai dit que c'est écrit un message, on va le lire quand même pour le remercier. Donc, je t'invite peut-être à lire la lettre et ouvrir le cadeau. Et si la lettre est vraiment pas appropriée, ben, je le couperai au montage. Moi, je suis pas très bonne à lire de l'écriture manuscrite, fait que je vais me concentrer. Au pire, tu peux juste lire la fin qui dit merci ou quelque chose comme ça, tu sais. Puis C'est écrit: Chère Claudia, les émissions auxquelles tu participes font souvent partie de mes préférées, de celles qui m'apportent le meilleur salaire. Si Franco me paraît être le loup dynamique et Sylvain le vieux sage, tu es toi l'axe spirituel du groupe. Oh, c'est cute, ça! J'apprécie beaucoup ta vision de la maçonnerie et plusieurs fois, tes paroles ont eu une grande résonance qui a nourri ma recherche. Sans même le savoir, tu fais partie de ces petites lumières qui me dessinent un chemin de luciole à travers mon introspection et ma démarche. Parfois, je crois, il y a quelques mois, de ton implication dans le Vénérala et du challenge que cela représente. On vient d'en parler en plus, oui. Hein? Comme si t'es arrangé avec le gars des vues. Je crois que c'est écrit: allais-tu te préparer aujourd'hui au plus difficile, mais aussi le plus gratifiant de tous les offices? Je vous souhaite à tous les deux la plus merveilleuse aventure humaine et tout le bonheur du monde avec votre nouvelle apprentie, votre petit diamant brut à tailler. En te remerciant du fond de l'âme de m'avoir dévoilé un des visages si importants de la famille que je m'apprête à rejoindre. Oh, Vincent R. dit le futur. Oui, c'est notre membre Patreon. Oui, je suis vraiment touchée. Oui. Un beau message. Tu sais, c'est fantastique parce que c'est pour ça qu'on fait cette émission-là, tu sais, pour pouvoir vraiment partager notre expérience puis éveiller des choses dans le cœur des autres personnes. Ouais, c'est ça. Cette envie-là de progresser aussi. Fait que là, c'est quoi le cadeau? Moi, je vois le cadeau! Il est pas ouvert! Ben non! On entend ça crunch-crunch. On entend crunch-crunch. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et c'est une facture, non? Oh, un jouet pour bébé. Oh. C'est cute. Comme une petite souris. Une petite souris. Oh. Merci Vincent, c'est vraiment apprécié. Ah oui. Puis merci pour la belle lettre. Vraiment, c'est très touchant. Puis je suis profondément émue. Oui.
Ah, c'est cool, ça. Puis, petite cocotte peut pas manger la souris, par exemple. Ça, faut bloquer cocotte pour ça. Cocotte. Ouais. Sylvain, Monsieur Père Noël, est-ce que tu veux ton cadeau, toi aussi? Oh, bien sûr, mon petit garçon! Alors, Père Noël, ça, c'est pour toi. Hein? Wow! C'est une BD, ça? Franc-maçonnerie. Oui. Oui. Le compère de Tomahawk. Wow! Oui. Oh, c'est en plus en lien avec les Autochtones. Oh, puis là, t'as une belle dédicace en plus. Fait que lis-nous ça, Sylvain. Cher Sylvain, comme vous l'avez souvent évoqué dans vos émissions, il est de nombreux chemins qu'un homme peut apporter à la recherche de lui-même. Chemin vers soi, chemin vers les autres. Chemin vers la place qui est la nôtre auprès des autres. Certains de ces chemins font résonner mon âme plus que d'autres. Si la franc-maçonnerie en est un, la sagesse amérindienne et le chamanisme touchent droit au cœur par le respect de l'ordre naturel des choses et la conscience de n'être qu'un fort d'un grand tout qui nous dépasse et nous englobe. Et à plusieurs occasions, tu as parlé de tes contacts avec les porteurs de cette sagesse autochtone et de ce qu'ils m'ont apporté. En lisant cette BD, j'ai immédiatement pensé à cette... Je pense que c'est écrit sage. Sage, oui. À cette sage, oui, femme qui t'a communiqué une part de cette philosophie de vie. Oui, grand-mère Sandra. Ce pourquoi je voulais t'offrir cet album qui est particulièrement fait résonner mon être intérieur dans l'espoir qu'il puisse te provoquer la même résonance de l'âme. Je te remercie de tout cœur, le vieux sage que tu incarnes dans l'émission. Pour la participation que tu as dans la démarche. Bientôt, fraternellement, Vincent le lutin, fidèle Patreon. Ben merci, Vincent. Je suis très touché. Je savais pas que quand je parlais de sagesse autochtone et tout ça, que ça venait autant rejoindre. Oui, parce qu'il y a tellement de liens. C'est clair, clair. Tu iras lire ça, Sylvain, cette belle BD-là. D'ailleurs, je suis un peu jaloux de la franc-maçonnerie. Donc, comment ça s'appelle au juste? Je vois, c'est l'épopée de la franc-maçonnerie. L'épopée de la franc-maçonnerie, oui, parce que dans l'histoire québécoise, quand moi, j'étais allé voyager aux États-Unis avec la grand-mère Sandra, puis qu'on a rencontré des chefs des Premières Nations, il y avait beaucoup de liens entre les Templiers, les francs-maçons et les Amérindiens. En fait, les peuples des Premières Nations là, aux États-Unis et au Canada. Très cool. D'ailleurs, on a même une loge ici au Québec là, qui s'appelle la Loge Geronimo, qui est animée par les peuples des Premières Nations. Ah oui? C'est-tu dans la Grande Loge du Québec. Ah oui? Puis, mais dans quel coin ou juste au Québec? Je le sais pas et où. Je serais porté à croire, je pense, Châteauguay, mais je sais pas. OK. OK. Bon, ben moi, c'est à mon tour. Je vais aller voir mon cadeau. J'en ai un aussi. Là, je viens de comprendre. Je viens de comprendre quelque chose. Parce que là, tantôt, dans ta lettre, Claudia, notre futur frère nous parlait du loup, tu sais. Donc là, j'ai reçu un loup. Oh! Hein? Il est tout cute. On va falloir qu'on le mette dans le sanctum, dans mes affaires, dans mes objets spirituels. Fait que ça, je trouve ça très, très beau. Avec une belle plaque d'un loup. Et j'ai vu qu'il y avait une facture à l'intérieur. Donc, on va regarder. C'est pas mal les frais de douane à Franco. Franco, voici les frais que tu dois payer. Cher Franco, depuis presque 2 ans, après un marathon auditif pour rattraper presque 40 émissions, je vous écoute fidèlement avec toujours autant de plaisir. Et lorsque je suis tombé sur cette plaque, j'ai tout de suite pensé qu'elle tirait à merveille. En plus, elle est assortie aux couleurs de ton nouveau studio. Ben oui, regardons ça. Oh oui, il y a des couleurs ici. Il y a du bleu, il y a du rouge. Donc, on a le bleu. Là, le rouge, par exemple, je l'ai enlevé un peu, mais on va être capable de le rajouter un petit peu plus tard. Effectivement. Oh oui, non. Ça va très bien fitter. Si on le met en fait sur le mur ici, ça pourrait très bien fitter avec les couleurs. Donc, effectivement, mon cher ami, t'as tout à fait raison. Donc, je ne sais pas si tu es un animal de totem, mais je crois que le jeune loup te correspond assez bien. J'aime ça qu'on dit le jeune loup parce que je suis quand même rendu dans la quarantaine, mais je suis toujours un jeune dans l'âme, donc merci beaucoup de dire ça. Il est malin, curieux, rapide, mais parfois maladroit. Effectivement, je me pète toujours la gueule. Téméraire, mais parfois prudent.
attentif aux siens, protecteur, parfois même agressif, mais toujours dans l'action combatif. Il est fidèle autant en amour qu'en amitié. Il protège sa meute et veille toujours à rassembler ceux qui sont éparpillés. Il travaille en groupe pour nourrir sa meute et il se nourrit d'elle. Il prend soin des affaiblis. Pour moi, il représente l'énergie un peu folle, mais bienveillante et protectrice, la sagesse à acquérir auprès des vieux loups et surtout la fraternité et le don de soi pour les siens. Je te remercie bientôt fraternellement pour cette fenêtre ouverte sur la franc-maçonnerie qui a beaucoup participé à ma démarche. Vincent, dit le lutin. Peut-être que c'était les lutins, moi aussi, mais j'ai lu le futur. Mais c'est peut-être les lutins. C'est le futur lutin ou le futur initié lutin. Mais un grand merci, Vincent. C'est vraiment des super de beaux cadeaux. Mais moi, il y a quelque chose que j'aimerais ajouter, puisque dans les peuples des Premières Nations, le loup, c'est l'enseignant. Mais il y a aussi une légende autour du loup, où ce que un jour, auprès du feu, il n'y a pas un feu de circulation, on parle d'un feu... auprès d'un feu, il y avait un jeune garçon qui, avec son grand-père, lui posait une question et son grand-père lui disait, tu sais, à l'intérieur de nous, il y a deux loups. Ouais. Un qui est jaloux, possessif, destructeur, guerrier, envieux, menteur. Ouais. Puis, il y a un autre loup aussi qui est extrêmement bon, vertueux, intelligent, sage. Et le petit garçon lui dit, mais grand-papa, c'est quel loup qui gagne à la fin? Ben, il dit, c'est celui que tu nourris. Oui. C'est une belle parabole. Ah, effectivement. Oui, excellent. Mais sur ces belles paroles-là, en fait, en tant que loup de la meute, ce que je peux comprendre, on va aller avec le sujet. Et, mais c'est intéressant parce que tout ce qu'il a dit, ça me reflète beaucoup, en fait. Puis c'est clair que je me vois là-dedans. Puis c'est drôle que on parle de la peur parce que justement, le loup, ben, il va quand même aller à l'avant, il va quand même affronter, puis malgré la peur, il faut qu'il soit là, il faut qu'il aille, puis il va essayer de se dépasser, tout ça. Fait que je trouve ça vraiment bien. Puis là, je comprends plus pourquoi quand je l'ai reçu, parce que moi, quand j'ai reçu tous les cadeaux, je fais comme une plaque. Pourquoi un loup? Puis là, je comprenais pas. Puis là, quand j'ai vu, c'est pour moi, ça. Oh! Mais là, ça explique beaucoup de choses. Puis pour le sujet d'aujourd'hui, en fait, c'est que le sujet est apparu parce qu'il y a eu une situation quand même assez particulière qui s'est passée tout récemment. Et il y a quelqu'un, en fait, qui avait pris contact avec moi. Ça fait quand même peut-être 1 an ou 2 qui a pris contact avec moi. Puis c'est une personne qui était quand même curieux par la maçonnerie et tout ça. Et tout d'un coup, mais c'est sûr qu'elle a commencé à écouter nos émissions. Ça s'est bien passé. Quand elle avait des questions, elle pouvait me poser des questions. Puis moi, ça me faisait toujours plaisir d'y répondre. Comme je fais avec tout le monde, en fait. Tout le monde qui me rejoint sur Facebook, je veux dire, si vous avez des questions sur la maçonnerie ou quoi que ce soit, moi, ça me fait toujours plaisir. Là. Même si ma femme ne comprend pas comment ça se fait que je réponds à tout le monde, j'ai toujours du temps pour elle puis pour plein d'autres choses. Là. Ils ne comprennent pas comment j'ai mon temps. Là. Ça reste un mystère pour tout le monde, je te dis. Là. Mais j'ai réussi. Tout le monde. Mais donc avec cette personne-là, on jase, tu sais, tout ça. Puis une fois de temps en temps, ça m'envoie un message, puis j'y réponds. Et là, la personne en question décide d'appliquer en maçonnerie. Tu sais. Et à ce moment-là, donc le processus part, les enquêtes et tout ça. Et au moment que la personne a dû faire son passage sur le bandeau, il y a des choses vraiment qui ont commencé à faire surface. Et là, la personne continue à me communiquer, mettant en doute tout ce que moi je disais finalement sur Internet, sur le sujet de la franc-maçonnerie, pour finalement se rendre compte que, en fait, pour savoir que la personne n'a pas fait son passage sur le bandeau. Elle a abandonné le processus, tu sais. Puis la chose que je lui disais toujours, c'est reste dans le cœur, tu sais. Arrête de lire puis de vouloir tout voir sur Internet. Ça l'aide pas. J'ai même parlé de mon expérience, moi, quand j'étais plus jeune, à mes tout débuts de la maçonnerie, puis que je voulais tout savoir, puis que j'allais voir une initiation sur Internet, puis là, ça a fait en sorte que je me suis dit, c'est comme ça que ça marche, puis blablabla. Finalement, c'était pas comme ça que ça fonctionnait, tu sais. Et c'est tout ça pour revenir, tu sais, on en dit qu'il faut arrêter de nourrir ces peurs-là, puis de juste faire un, tu sais, en anglais, on dit un leap of faith, là, tu sais,
un acte de foi. Un acte de foi, c'est ça, un saut de l'ange, tu sais. Puis de dire, tu sais, de se lancer là-dedans, puis que peu importe qu'est-ce qui va arriver, que ce soit positif ou négatif, puis c'est de l'expérience. Puis si ça fait pas ton affaire, après ça, t'es toujours libre de dire, finalement, ça fait pas mon affaire, puis je m'en vais, tu sais. Mais la personne, ça a vraiment avancé beaucoup plus loin. La personne croyait qu'elle se faisait surveiller après ça, puis tout ça. Ça a devenu quasiment une genre de psychose et tout ça, tu sais. Fait que les peurs, c'est très fort dans les gens. L'inconnu, en fait, c'est la peur de l'inconnu, j'imagine, tu sais, de ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer. Puis j'ai l'impression que ça fait quand même partie du travail du maçon, parce que même les maçons, à fur et à mesure, quand ils vont monter les échelons, ben, il y a toujours une notion de mystère qui est là parce qu'ils ne savent pas à quoi ils vont s'attendre. Il y en a d'autres qui sont très curieux, qui vont décider de lire des livres avant, mais quand il y a des... mais quand que, les gens veulent juste goûter l'expérience puis la vivre en temps réel, mais il y a toujours cette petite peur-là, il y a toujours des petites bébites qui est comme... le corps réagit, tu sais. Puis je sais pas, vous autres, qu'est-ce que vous pensez de ça, de l'aspect de la peur? Qu'est-ce que ça peut apporter dans la vie? Puis qu'est-ce que... Parce que des fois, la peur, ça peut peut-être être un signe de protection, puis ça peut vous protéger contre vraiment des dangers. Mais d'un autre sens, des fois, ça peut quand même vous limiter dans certaines choses. T'sais. Comment vous vivez ça, vous, de votre côté, la peur? Puis ça vous a-tu déjà arrivé de la peur dans votre vie? J'imagine que vous avez déjà vécu ça, ce genre de peur-là. Ben oui. Tu sais, j'ai entendu un jour une définition de la peur que j'ai retenue, que j'ai trouvée intéressante. Si on prend les 4 lettres PEUR, ça peut se résumer à perception erronée, usurpant la réalité. Dans bien des cas, c'est ça. Ou en anglais, c'est fear, false evidence appearing real, ou fuck everything and run. J'aime bien la dernière, moi. Ouais, c'est ça. Effectivement, puis j'ai rencontré ça, moi, des individus justement qui voulaient joindre aussi la maçonnerie, puis qui sont entrés dans leur peur, puis il y a beaucoup de fausses informations qui circulent. Puis à l'époque où on est, là, les faux prophètes, les fausses affaires, moi je travaille dans fraude, là, puis je peux vous dire qu'il y en a comme on n'en a jamais vu dans l'histoire. Le phénomène de l'Internet fait en sorte que tout le monde se lance là-dedans pour de l'argent. Ouais. Et il faut toujours suivre la trace à savoir à qui ça profite. Ouais. Tu sais, fait quand on voit une vidéo qui parle de la maçonnerie, c'est satanique. Bon, d'abord, faut se poser des questions, les 5 W, tu sais, when, who, why, where. Donc, tu sais, c'est qui a fait ça? C'est quoi leur motivation? C'est quoi le mobile? À qui ça profite? Et là, des fois, tu réalises qu'au bout du vidéo, tu sais, il y a de la monétisation YouTube qui vient avec ça, puis qu'en bout de ligne, il y a quelqu'un qui tire profit de ça. Il faut savoir que dans les mots-clics qu'on retrouve sur YouTube, bien, franc-maçonnerie, Illuminati, là, c'est des mots qui amènent beaucoup de clics. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont publier toutes sortes de fausses nouvelles ou de fausses affaires, soit pour promouvoir leur idéologie, promouvoir leur religion ou tirer profit de la situation. Ouais. Donc, moi, je vous dis, là, puis même moi, là, le premier, là, parce que moi, je n'ai cru des affaires à l'époque, là, j'étais un ancien conspirationniste, hein, tout le monde le sait. Là, dans les, tu le dis au moins à toutes les 3 shows. Fin des années 90, là, tu sais, l'avènement de YouTube était quand même... Comme on commençait, là, puis il y avait toutes sortes de rumeurs qui tournaient. Puis moi, tu sais, je suis rentré dans la franc-maçonnerie, c'était pour les infiltrer, là, tu sais, c'était ça l'objectif. Puis moi, je vais faire péter ça. Puis... Mais non, je me suis aperçu que c'était pas ça du tout, tu sais. Ouais. Donc, moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que, tu sais... ça sera pas fait de vos recherches. Parce que, en quelque sorte, oui, mais il y a une façon de faire la recherche. C'est pas juste d'écouter des vidéos, tu sais. Ben, c'est ça, je pense, le point le plus important. Puis là, on n'est pas en train de vouloir dénigrer peu importe l'opinion des gens sur Internet, mais c'est de comprendre que de un, c'est des opinions. Oui. C'est l'expérience de chacune des personnes. Puis ça se pourrait très bien, disons que mon expérience, elle sera pas. En fait, ça se peut très bien. C'est clair que mon expérience maçonnique n'est pas la même que Claudia, puis n'est pas la même que Sylvain, et ne sera pas la même que, je ne sais pas c'est quoi le nom du monsieur, là, mais l'ancien maçon qui était, je pense, 18e ou 14e, puis que là, finalement, il est revenu à la parole de Jésus, tout ça, parce qu'il a vécu telle affaire, mais c'est son expérience, pas la mienne. Il était peut-être juste dans une mauvaise loge. Il était peut-être
Exactement, tu sais, parce qu'il y a des loges, qu'on dit, qui sont très laïques, qui vont enlever tous les aspects religieux, tout ça. Tu sais, de notre côté, bon, on garde quand même le rituel plus proche de son origine, tu sais, ça veut dire qu'on va garder certains éléments qui est pas nécessairement religieux, mais tu sais, qui est relié quand même très spirituellement avec certains aspects qui peut être religieux. Là, je contourne un peu, mais c'est tout ça pour dire qu'on fait pas de la religion, tu sais, mais on va avoir des symboles qui sont reliés à ça parce que quand ça a été créé, en 1804, le rite écossais ancien accepté, ben, ils étaient pas mal reliés à ça, tu sais. Même chose pour le rite écossais rectifié, c'est très chrétien. C'est très chrétien, tu sais. Donc, il y a de la chrétienté, on peut pas rien y faire, ça fait partie de ça. Mais il y a des endroits qui l'ont enlevé, tu sais. Fait que peut-être dans son cas, pour lui, son expérience maçonnique, c'est que pour lui, l'aspect chrétien, le religieux, il était peut-être important, puis où ce qui était, ben eux, c'était pas important, tu sais. Fait que lui, ça a créé une expérience, mais ça veut pas dire que son expérience, c'est la vérité, tu sais. Et c'est là que je pense qu'il se forment les peurs, les doutes, et c'est là que ça revient aussi à notre fameux adage qui dit qu'on est des chercheurs de vérité, tu sais, d'aller chercher l'information, mais pas de dire que ça, c'est la vérité, tu sais. C'est que sa vérité, c'est rendu ma vérité. Et c'est parce que c'est là que ça cause tous les problèmes là-dedans, tu sais. Puis je suis pas mal sûr aussi, toi, Claudia, de ton côté, même au départ, quand tu es rentré en maçonnerie, tu as sûrement eu peut-être des doutes ou tu avais des choses qui n'étaient pas très, très sûres ou tu étais totalement en confiance de tout ce qui se passait? Non, mais je comprenais pas, moi, qu'est-ce qui Okay. qu'est-ce que c'est. Non, mais ce que je veux dire, tu sais, on s'est rencontrés, on a échangé ensemble parce que les gens pensent peut-être que c'est Sylvain qui m'a fait rentrer en maçonnerie. C'est Franco, initialement. C'est moi! Oui. Puis, c'est ça, on a eu ces discussions-là. Là, tu m'as suggéré de lire La franc-maçonnerie pour les nuls, que j'ai trouvé super intéressante. On salue d'ailleurs Philippe Benamou, en plus, notre frère. Puis, c'est ça que j'avais trouvé ça vraiment intéressant. J'avais pas lu la section sur l'initiation, par contre, comme tu m'avais dit de le sauter. Et puis, je me disais... elle a lu le livre du 4e degré, par contre. Mais ça, c'est plus tard. Plus tard. Pas tout de suite, là, tu sautes des étapes. Ouais. Attends, je pense que j'ai un temps. Fait que tu disais, donc... c'est ça, j'ai lu le livre, puis je me disais, mais c'est super intéressant, ils décrivent tout ce qu'ils font. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils font finalement? De quoi qu'ils parlent? Tu sais, là, je savais, là, OK, il y a tant d'officiers, les décors ont l'air de ça, voici l'historique. OK, mais concrètement, une fois que tu es rendu assis dans la loge, là, je comprends que le maître de cérémonie fait le tour de la loge, mais il se passe quoi? C'est quoi qu'ils font? Ils lisent un rituel de quoi? Ils parlent de quoi? Je comprends. Tu sais, pour moi, ça restait tellement abstrait. Puis je pense même maintenant, tu sais, je parle souvent avec des gens, puis c'est ce qui ressort, tu sais. Tu peux pas savoir c'est quoi la maçonnerie avant d'être initié. C'est vraiment difficile de savoir. Tu peux t'en faire une idée. Tu sais, j'espère que l'émission aide les gens aussi à s'en faire une idée, à ceux qui sont intéressés. J'espère, parce que là, on a Vincent qui, lui, s'est fait une bonne idée. En tout cas, il a décidé d'appliquer, fait que c'est fantastique. mais c'est difficile de pouvoir imaginer le genre d'interaction qu'on a, le genre de sentiment que ça éveille. Tu sais, c'est vraiment difficile de l'imaginer. Fait que c'est sûr que, là, à un moment donné, j'ai compris aussi en discutant avec Sylvain que, dans le fond, la seule chose qu'il nous est demandé dans la vie, c'est d'être dans le cœur. Puis que cette expérience-là nous permet d'expérimenter avec d'autres personnes des nouvelles façons d'être pour se rapprocher de notre essence sans jugement. Puis de partager, d'avoir des partages qui nous aident à aller plus loin. Fait que là, j'ai dit, OK, je comprends toujours pas qu'est-ce qui va se passer, mais c'est correct, tu sais. Puis finalement, ben c'est ça. Quand j'ai passé sur le bandeau, moi, j'ai trouvé ça vraiment... Ça a été un moment marquant, tu sais, pour moi. Fait que c'est pour ça aussi, quand tu parlais tantôt du passage sur le bandeau, c'est normal que ça réveille des choses. Je pense que pour tout le monde, ça réveille des choses. C'est normal. Tu sais, le passage sur le bandeau, c'est de faire confiance à un niveau que t'es pas habitué nécessairement dans la vie de faire confiance. C'est clair. C'est de lâcher prise. C'est d'être face à toi-même. Tu sais, il n'y a pas de rétroaction. Tu peux pas voir, est-ce que ma réponse a plu? T'as aucune idée. Aucune idée. Puis personne dans la loge laisse entrevoir que c'est une bonne ou une mauvaise réponse, ou ils laissent entrevoir qu'ils sont toutes mauvaises, un des deux, mais tu sais, c'est ça. Mais on voit quand même le vrai caractère de la personne, mais parce qu'elle est dépourvue, fait que là, elle n'a pas le choix, puis vu qu'elle n'est pas capable de voir, puis elle se poser des questions, mais là, elle dit, qu'est-ce que je fais, là, tu sais, y a-tu vraiment quelqu'un qui me regarde là ou me regarde là? Non, je peux pas le savoir, je
peux pas le voir. Fait que finalement, elle lâche prise, puis elle va soit s'ouvrir ou juste se refermer. C'est des questions profondes aussi, là, que tu t'es peut-être jamais posé avant. C'est ça. Que tu arrives puis tu t'es jamais posé. Fait que, c'est un challenge. Comme pourquoi que les balles de tennis sont vertes puis qu'ils ont des poils. Tu sais, je veux dire, ça, c'est une question pour moi qui est essentielle, puis je comprends pas pourquoi que le monde ne savent pas cette réponse-là. Mais là, si on a des futurs aspirants, là, tu viens de briser le punch. J'ai fait exprès, Sylvain. Ils vont faire de la recherche sur les balles de tennis. Ils vont se faire une thèse quand ils vont te rencontrer, tu sais, Sylvain. Mais c'est ça, tu sais, c'est souvent des questions profondes que tu t'es jamais posées, puis le fait d'être dans ce... tu sais, c'est une expérience différente parce que là, on veut voir qui tu es. Ouais. Si tu sais qui tu es, puis on est habitué à apparaître des choses, à performer des choses, à avoir des choses, à faire semblant d'être des choses, puis des fois, on sait même pas en arrière de tout ça qui on est. Ouais, c'est ça. C'est sûr que ça vient challenger différents aspects de nous-mêmes, tu sais, parce que c'est tellement une expérience, même si c'est très simple. Tu vas en loge, tu as les yeux bandés, tu te fais questionner, tu ressors, c'est tout. Généralement, ceux qui sont authentiques, ils n'ont pas trop de difficultés. Mais ceux qui sont un petit brin dans l'orgueil, eux autres, ils trouvent ça dur. Non, mais ça m'a appris beaucoup, moi. C'est une des expériences qui a été la plus formatrice, je pense, à mes débuts, parce que là, je me disais, tu sais, c'est pas une question de performance. Non, c'est ça. T'sais? Puis moi, j'étais toujours très forte sur la performance. Fait que là, je me disais, OK, là, c'est une question de autre chose. C'est une question d'être capable de me révéler, d'être authentique, de me dévoiler. Puis c'était pas quelque chose que je faisais très souvent avant. Non, quand tu lui demandais c'était quoi son défaut, elle disait je suis légèrement désorganisé. C'était le seul. C'était le seul défaut. Clairement, il n'y en avait pas d'autres. Ben, tu étais désorganisé dans tes défauts parce que tu les trouvais plus et tu as tout éparpillé. Je les avais perdus. Je les avais mis. C'est comme il y a une aventure du lit, derrière le divan, dans la porte d'entrée. Il y en avait un peu partout. Un aspect de la peur que j'aimerais ça peut-être entendre ton opinion là-dessus. Je sais que tu as déjà étudié là-dessus puis tu as déjà regardé sur Internet des articles là-dessus. Fait que c'est pour ça que je vais te poser la question. Là. Mais on dit souvent que la peur peut aussi associer avec des mots. Ton corps va réagir. T'sais. Ton corps peut devenir malade à cause des peurs aussi. Selon toi, c'est quel genre de réaction que le corps peut avoir justement avec la peur? Bien, c'est vraiment une question très, très... qui amène sur beaucoup de points différents. Je pense que je vais te répondre en premier, peut-être un peu par l'expérience, puis après ça, je vais te répondre un peu plus à ta question de manière peut-être plus théorique. Moi, à 19 ans, j'ai été diagnostiquée avec un trouble d'anxiété généralisée avec trouble panique. Fait que c'est sûr que ça a été un thème central dans ma vie, dans toutes les années qui ont suivi, de trouver comment fonctionner avec ça. Parce que du jour au lendemain, j'étais plus capable de travailler, plus capable d'aller à l'école, plus capable de sortir de chez nous, plus capable de conduire. Je faisais 20 attaques de panique par jour. Fait que, tu sais, ma vie a changé drastiquement du jour au lendemain. Il est arrivé un événement, ça a été comme un choc pour moi, puis là, c'est arrivé. Donc, à partir de ce moment-là, tu sais, ça a été... au début, je savais pas, je pensais que j'avais comme un malaise cardiaque, tu sais, parce que c'était tu parlais tantôt de symptômes physiques. Il y a des symptômes physiques qui viennent avec la peur puis l'anxiété, d'une certaine façon, parce que la peur, souvent, tu rencontres un grizzly, ben tu as peur maintenant. Mais la peur qui est projetée, ben c'est de l'anxiété. Puis de la peur qui est une peur du passé que tu ramènes dans le présent ou que tu ramènes pour l'approcher dans le futur, ben c'est une forme d'anxiété aussi. Fait que ça peut venir de des mémoires passées. Puis moi, c'est ce qui est arrivé. Il y avait plusieurs éléments qui étaient associés. Les gens avec qui j'étais la première fois que c'est arrivé, les lieux, le contexte. Chaque fois que j'étais en contact à nouveau avec ça, ben j'avais une panoplie de symptômes qui était puis que je me disais à chaque fois, je faisais pas le lien au début. Ça a pris que quelqu'un me dise, hey, je pense que j'ai pas été diagnostiquée tout de suite, là, j'ai commencé à voir ça, puis là je comprenais pas qu'est-ce qui m'arrivait. Moi je me disais, j'ai un problème de cœur, ça doit être ça, parce que là des fois mon cœur il se met à battre de même, je me sens étourdie, puis là tu sais, je pense que je vais mourir. C'était comme beaucoup d'étourdissements puis de choses comme ça. Fait que tu sais, c'est sûr que la peur, biochimiquement, tu sais, c'est au niveau de quand, mettons, tu rencontres un grizzly, tu sais, là, c'est pas le temps de digérer puis de relaxer. C'est le temps de courir, Chris, c'est ça, un grizzly, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un grizzly,
Puis là, après ça, ce qui se passe, c'est que, tu sais, tout ton système se met en place pour que ton champ de vision va rétrécir pour vraiment que tu puisses bien focusser. Ouais. Après ça, au niveau, le cœur va battre plus vite pour pomper du sang partout dans les muscles, dans les articulations, pour te permettre de commencer à te battre ou à te sauver. Puis il va y avoir toute la digestion est suspendue. C'est pour ça, des fois, il y en a qui disent « Ah, j'ai tellement eu peur que j'ai chié à terre. » Ben, tu sais, cette expression-là. Mais pour vrai, la digestion est suspendue. Je viens de comprendre! Je viens de comprendre pourquoi on dit ça. C'est ça. Puis alors que là, quand le grizzly est parti, c'est comme... Ah, le grizzly est parti. Là, le sphincter décide de... Tout se remet pour que tu puisses relaxer, digérer. Tu sais, le sang se remet à circuler normalement. Tu redeviens calme. Tu sais, il y a énormément de types de symptômes, de réactions comme ça qui vont être associés avec la peur. Puis ça, c'est un mécanisme de survie pour que tu puisses relaxer quand il n'y a pas de danger, puis quand il y a un danger, l'affronter. Puis c'est spécial parce que dans notre société, maintenant, il y a tellement de choses. Tu sais, on est programmé encore comme on l'était à l'ère préhistorique, pratiquement. Là. Ouais. Donc, tu sais, notre corps fait pas la différence de on est stressé parce qu'on est dans le trafic ou il y a un grizzly devant nous. On s'entend que le niveau de dangerosité entre le trafic puis le grizzly est pas le même, mais le corps le vit de la même façon. Fait que si on a plein de petits stress qu'on vit tout au long de la journée, ou de petites peurs qu'on vit, c'est ce que ça fait, tu sais. C'est pour ça que ça déstabilise le corps en tant que tel, puis ça pourrait éventuellement générer des maladies, j'imagine, parce qu'il va toujours être dans des déséquilibres, non? Bien, au niveau de la peur, c'est que, tu sais, ça engendre un stress pour le corps, tu sais, parce que quand on est toujours dans la peur, moi, je me souviens, c'était vraiment comme ça, là, ça m'a causé des difficultés avec mon estomac, avec mon intestin, avec ma glande thyroïde, avec plein d'affaires. Puis c'était vraiment à cause du niveau de stress que j'avais, mais c'était un stress qui était causé par la peur projetée, par l'anxiété que ce que je vivais se reproduise. Puis c'était aussi... J'ai travaillé, tu sais, beaucoup au fil des années de plein de manières différentes, autant physiquement que spirituellement, que psychologiquement, que émotivement, à essayer de trouver des solutions à ça. Tu sais, puis somme toute, maintenant, c'est grandement amélioré, là, tu sais, des attaques de panique, c'est excessivement rare, de l'anxiété, ça aussi, versus le reste, c'est rare. Alors qu'avant, c'était mon état, ça a été pendant quelques années mon état quasi permanent, tu sais. Okay. Puis avec la maçonnerie, ce que j'ai appris, c'est comme si la maçonnerie m'a amené à une étape de plus. Okay. Parce que pour moi, tu sais, une des conditions préalables, tu sais, au niveau de la maçonnerie, tu sais, c'est la croyance en une énergie ou le grand architecte de l'univers ou Dieu, ou on l'appelle comme on veut. Ouais. Moi, c'était pas très présent dans ma vie, ça. Puis, je me suis rendu compte que la peur venait beaucoup, l'anxiété, puis la peur, ça venait beaucoup avec un manque de foi. Parce que, puis pour moi, ça a pris vraiment beaucoup de sens parce qu'à un moment donné, je me suis dit, si, mettons, là, je lâche prise puis je fais confiance que les choses arrivent pour une raison, puis que qu'est-ce qui va arriver, tu sais? Puis là, j'ai vu tous les moments où est-ce que j'aurais de la peine, où est-ce que je serais inquiète, où est-ce que je serais stressée, qui seraient plus là. Puis là, je me suis dit, ça vaut la peine d'essayer. Fait que j'ai essayé. Puis, c'est vraiment ce que j'ai réalisé. Je me suis rendu compte à quel point, tu sais, c'est un manque de foi d'une certaine part en l'univers, en la vie, en Dieu, en grand architecte, peu importe comment on veut le nommer, de vraiment faire confiance que la vie nous amène des choses qui sont bonnes pour notre évolution, qu'on est capable de faire face, puis que en nous-mêmes aussi, qu'on va avoir les capacités de faire face au moment où ça se prévient. Est-ce que tu dirais que... parce que si tu fais pas vraiment ce genre de lâcher-prise-là, comment je pourrais l'expliquer? Je le vois visuellement, là, j'essaie juste de le comprendre, c'est que ce trop-plein-là, en fait, c'est que c'est un trop-plein que tu dois absolument relâcher, puis c'est pas comme tu veux le donner à quelque chose d'autre, mais tu as besoin de le... Oh mon Dieu, j'ai vraiment de misère à l'exprimer, mais c'est comme si, tu sais, c'est tellement pris en dedans de toi que c'est le moyen de la spiritualité ou du lâcher-prise, la foi, tout ça, va te permettre de le ressortir, de le laisser à l'extérieur de toi, dans les énergies, mais est-ce que ça t'affecte plus comme ça que toi, tu es capable de te concentrer sur d'autres choses? Je te dirais, je comprends bien ta question, je te dirais que c'est un peu plus comme, je pense qu'au début, ça a été comme ça, mais ce que je vois surtout, c'est que, tu
c'est tellement, ça a été déclenché par un événement. Ouais. C'est tellement une peur que l'événement se reproduise ou qu'il se reproduise quelque chose de similaire que le besoin de contrôle devient excessif. OK. Puis ce besoin de contrôle-là qui devient excessif, c'est que là, on veut contrôler toutes les choses. On veut contrôler comment on se sent, on veut contrôler les autres, on veut contrôler les événements. Puis on n'est pas capable de juste accepter de vivre la vie dans le présent. Fait que tu sais, de juste faire confiance qu'on peut vivre la vie dans le présent en étant sécure. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas obligé d'être à une entité ou à quoi que ce soit, là, mais c'est juste de dire comme, peu importe ce qui va arriver dans ma journée, je suis en sécurité puis je peux y faire face. Ouais. Tu sais, ça menace pas mon intégrité. Fait que juste ça, que ça soit juste avoir foi dans le présent même, puis dans la capacité à juste dealer avec les événements quand ils se présentent, ça réduit excessivement le niveau d'anxiété parce que ça permet puis ça permet d'être plus connecté avec ce qui se passe, d'être dans le présent. Parce que quand tu vis de la peur ou quand tu vis de l'anxiété, tu spécules. Tu sais, tu pars sur 1001 tracks, là, puis là, il faut que tu prévois toutes les choses possibles et inimaginables, tu sais. Mais en bout de ligne, la vie est maintenant, puis tu peux pas tout prévoir. Ouais. Tu sais, ce que tu prévois, là, ça arrivera probablement jamais. Il y a un faible pourcentage des choses que tu peux anticiper ou prévoir qui vont arriver. Les autres choses n'arrivent pas. Mais on pense qu'ils vont arriver, puis on y pense tellement, puis on le croit tellement qu'on se rend malade. Tu sais? Fait que c'est ça, la peur, elle peut devenir envahissante, puis c'est... J'y reviendrai peut-être tantôt, mais j'ai un petit texte que je pourrais partager qui est les deux plus grandes forces de l'univers, qui sont l'amour et la peur, qui sont deux forces antagonistes, tu sais, puis qu'il faut trouver une façon de réunir ce qui était part d'une certaine façon, puis de pouvoir le transcender. Finalement, tu es en train de me parler d'une histoire de Star Wars, là. Peut-être. Oui, entre le bien et le mal, entre l'amour et la peur, le vert et le rouge, parce que quand on dit l'amour, c'est le chakra cœur qui est vert, puis les émotions, le désir, les peurs, c'est dans le rouge, fait que c'est Star Wars, là, c'est le lightsaber rouge contre le lightsaber vert. Là. Ouais. En tout cas, ceux qui savent vont le savoir, là, s'ils veulent faire des analogies avec la maçonnerie puis Star Wars. Là. Mais toi, Sylvain, tu voulais dire quelque chose, me semble, t'avais l'air à vouloir en ajouter. On finit par découvrir qu'il y a seulement 4 choses qu'on contrôle dans notre vie. Ouais. Ce sont nos paroles, nos pensées, nos actions et nos gestes. Le reste, on n'a aucun contrôle dessus. Et quand on en prend conscience puis on le réalise, bien, on lâche prise sur le reste. J'ai pas le contrôle sur ma situation financière. J'ai pas le contrôle sur la température, sur mes amis, sur ce que pensent mes parents, ce que pensent les autres. J'ai aucun contrôle là-dessus. Mais quand on rentre dans une phase d'anxiété, ben, on veut avoir le contrôle sur tout ça, on veut plaire, et là, finalement, plus qu'on perd le contrôle, plus qu'on veut l'acquérir et plus qu'on s'enfonce. Et quand tantôt, Claudia parlait de foie, moi, ça m'a fait penser au foie de canard en France, qui est vraiment extraordinaire. Mais tu vois, canard. Moi, quand j'ai expérimenté au fil de ma vie la foi, parce que je suis pas quelqu'un, moi, qui a été... qui a tombé, sombré vers la dépression, l'anxiété. Au contraire, j'ai eu de la difficulté. J'en ai fait sans le savoir. J'ai eu de la difficulté à comprendre ça. Ouais. Puis au début, quand j'ai connu Claudia, j'avais un petit peu de difficulté à comprendre. Mais comment, c'est quoi ça de l'anxiété? C'est quoi ce bébé-là? Puis je comprenais pas, mais j'ai réalisé avec le temps que j'en ai déjà fait, mais peut-être pas au même niveau qu'elle a pu le faire. Tu sais, c'était différent. Donc, puis moi, j'ai toujours été un homme de foi. Puis là, je parle pas nécessairement de foi chrétienne, mais foi en quelque chose qui est plus grand que moi. Ouais. Puis, à plusieurs reprises dans ma vie, comment moi j'ai expérimenté ma foi, c'est que j'ai compris que ce qui est plus grand que nous, qu'on peut appeler Dieu ou le grand architecte, ben il nous parlera pas dans notre tête. S'il te parle dans ta tête, c'est pas bon signe. Ça, faut il y a des pilules pour ça. C'est ça. Mais ça va souvent nous répondre à travers le biais de la synchronicité entre les personnes élues et les événements. Puis ça, pour moi, ça a été très révélateur parce qu'à chaque fois où, dans ma vie, j'ai dit, mais là, prouve-moi que t'es là, fais quelque chose, bien, ça s'est manifesté. Puis des fois, là, ça tirait du miracle. Là. C'était pratiquement incroyable. Là. Tu dis, ben voyons donc. C'est arrangé avec le gars des vues. Il y a quelqu'un quelque part qui fait une conspiration, une conspiration de l'univers à mon égard. Tu sais. Donc, quand tu expérimentes ça, tu sais qu'il y a quelque chose de plus grand que soi qui existe et que l'issue de toute situation sera toujours positive. Donc, si on garde le focus sur le fait que l'issue va être positif, mais ça va être beaucoup plus facile de traverser le champ de mine en sachant, ben, je vais mettre le pied au bon endroit. Puis si je me blesse, ben, je vais m'en sortir. Parce qu'au bout, il y a une issue à ça. Ouais. Oh, et puis même si, disons, tu réussis pas, ben, c'est qu'il y a peut-être un message là-dedans que tu dois comprendre. Puis qu'est-ce que tu dois faire pour que quand la prochaine fois ça va arriver, ben, tu vas être capable de
mieux le comprendre en conscience ou dans souffrance, puis tu vas être capable de passer à travers. Moi, je pense que la peur, c'est une nécessité. On a besoin de ça pour notre survie. Ça peut nous sauver la vie. Ouais. On doit l'avoir. Maintenant, il faut qu'elle soit canalisée. Tu sais, quand une peur devient excessive, bien, on perd le jugement, le discernement, puis là, on peut poser des actions qu'on peut regretter par la suite. Ouais. Fait que la peur, il faut qu'elle soit maîtrisée. Ouais. Mais je te dirais, même le mot maîtriser, je suis pas trop sûr, mais je pense qu'il faut que ça soit en harmonie, tu sais. Parce quand on parlait de maîtriser la dernière fois, on l'avait dit, c'est comme un peu aussi comme le contrôle, là, tu sais. Fait faut qu'on soit en harmonie avec. Puis si tu parles de tout ça, mais qu'il faut bien le gérer ou être bien en bonne relation avec. Je pense qu'il y a un autre aspect aussi qui est là-dedans qui je pense qui est quand même très proche aussi de la peur, c'est l'ego, tu sais. Parce que souvent aussi, dans cette peur-là, l'ego va refaire surface aussi de temps en temps. Puis je pense pas... tu sais, il y a bien des gens aussi qui vont dire on doit supprimer l'ego, mais pour moi, non, il ne faut pas le supprimer l'ego. Il faut juste être en bonne relation aussi avec, puis dans une bonne symbiose avec pour bien le comprendre, pourquoi qu'il est là. Puis des fois, d'apprendre aussi, parce que pour moi, l'ego aussi, c'est de dire, ben, je prends du temps pour moi, tu sais. Parce que c'est bien beau de vouloir donner ailleurs, tout ça, mais ça va faire en sorte que tu sois déséquilibré. Comme la peur peut te déséquilibrer, bien, l'ego, si elle est mal utilisée ou pas utilisée, elle va te déséquilibrer d'une manière ou d'une autre. Tu sais. Fait que j'ai l'impression que la peur, l'ego, c'est tous des vecteurs dans ton corps qui te permettent de te garder une certaine équilibre. La peur liée avec l'ego, c'est souvent les peurs qui sont liées à nos blessures d'enfance. C'est la peur du rejet, la peur de ne pas être aimé, la peur de... Bon, donc c'est sûr que c'est très présent, puis... faut apprendre vraiment à la maîtriser, la peur. Moi, c'est comme ça que je perçois ça. C'est pas mon ennemi. C'est quelque chose qui est là pour m'aider à évoluer. Mais maintenant, ça doit pas prendre toute la place. Ouais. C'est comme l'ambition. Tu sais, l'ambition en maçonnerie ou dans la vie professionnelle, ça peut t'aider, mais trop d'ambition, ça peut te rendre dangereux. Ouais. Et la peur, c'est la même chose. Ça peut te faire perdre la boule. Ça peut t'emmener complètement en psychose, complètement dans le champ. Ouais. Puis là, tu vas interpréter, justement, perception erronée surprend la réalité. Donc, tu vas interpréter plein de choses, puis tu vas être complètement dans le champ. Effectivement. Claudia, ta fameuse histoire? Oui, j'ai mon petit texte ici. En fait, ça vient du Dalai Lama. OK. Et c'est leçon du Dalai Lama sur l'amour et la peur. Donc, ça dit, « S'il y a de la peur, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Quelque chose vous tracasse, cherchez la peur. Chaque fois qu'une émotion négative se présente à nous, il se cache derrière une peur. En vérité, il n'y a que 2 mots dans le langage de l'âme. La peur et l'amour. La peur est l'énergie qui contracte, referme, attire, court, cache, entasse et blesse. L'amour est l'énergie qui s'étend, s'ouvre, envoie, reste, révèle, partage et guérit. La peur enveloppe nos corps dans les vêtements, l'amour nous permet de rester nus. La peur s'accroche et se cramponne à tout ce que nous avons. L'amour donne tout ce que nous avons. La peur retient, l'amour chérit. La peur empoigne, l'amour lâche prise. La peur laisse de la rancœur, l'amour soulage. La peur attaque, l'amour répare. Chaque pensée, parole ou action est fondée sur l'une ou l'autre émotion. Tu n'as aucun choix à cet égard car il n'y a pas d'autre choix. Mais tu es libre de choisir entre les deux. Ainsi, au moment où tu promets ton plus grand amour, tu accueilles ta plus grande peur, car aussitôt après avoir dit « je t'aime », tu t'inquiètes de ce que cet amour ne te soit retourné. Et s'il l'est, tu te mets aussitôt à t'inquiéter de perdre l'amour que tu viens de trouver. Cependant, si tu sais qui tu es, tu n'auras jamais peur, car qui pourrait rejeter une telle magnificence? Mais si tu ne sais pas qui tu es, alors tu te crois bien inférieur. Fais l'expérience glorieuse de qui tu es vraiment et de qui tu peux être. Ce qui est ironique dans ça, c'est que les gens qui ont peur voient l'amour comme une faiblesse. Ah oui? Pourquoi tu dirais ça? Bien, quand ils ont peur, plutôt que de voir l'amour comme une force qui va leur permettre de s'équilibrer, ils vont le voir comme une faiblesse, donc ils vont la repousser. Oui, je vois bien ce que tu veux dire. En fait, je pense que c'est la vulnérabilité nécessaire à l'amour qui est vue comme une faiblesse aussi. C'est ça. Ça revient encore à la question de l'ego. Et ça revient encore au passage sur le bandeau. Oui, on revient, on fait un cercle avec cette situation-là, tu sais. On arrive bientôt à l'heure, en fait, d'ici à peu près 4-5 minutes. Si vous auriez un message
à passer soit à la personne qui a vécu cette situation-là ou à toute autre personne qui pourrait vivre ce genre de situation-là, d'angoisse, de peur qui peut être similaire ou pas. Quel message vous auriez à faire à cette personne-là, en fait? Moi, c'est sûr que c'est un message d'espoir, d'espérance, tu sais. Ouais. Parce que je l'ai vécu, puis je sais que c'est possible de transcender ça. Puis je sais aussi que ça révèle, tu sais, tantôt ça disait, ça révèle une peur. Mais la peur aussi, elle révèle un besoin. Puis ces besoins-là, quand on est capable de les comprendre, de les écouter, puis de vraiment les prendre en considération, parce que des fois, on a tendance à dire « Ah non, mais c'est comme ci, c'est comme ça », tu sais, on juge nos propres besoins, puis tout ça. Mais quand on est capable de voir c'est quoi nos propres besoins, quand on fait les recherches et tout ça nécessaires aussi pour pouvoir découvrir des outils, tu sais, parce que c'est quand même... Il y a des outils à développer, puis il y a quand même des choses qui sont complexes au niveau du corps humain, tu sais, pour pouvoir retrouver l'équilibre. C'est possible. C'est possible, puis avec la foi, ça permet aussi le détachement puis le lâcher-prise. Donc, définitivement, ce que je dirais, c'est de garder l'espoir. Parce que c'est... Moi, en tout cas, ça m'a... J'étais dans une voie, personnellement, qui était pas la mienne. Tu sais, je faisais des choses beaucoup pour des raisons sociales, le paraître, l'argent, plein d'autres affaires, puis c'était pas qui j'étais. Tu sais, puis là, je pouvais pas continuer dans qui je pensais être parce que je vivais dans un malaise perpétuel. J'ai pas eu le choix à cause de cet événement-là de prendre une direction différente puis de chercher c'est quoi mon essence, qui je suis. C'est une quête qu'on continue à faire parce qu'on découvre sans cesse des nouvelles choses sur nous. Mais c'est un outil que des fois la vie nous impose d'une certaine façon puis qui nous force à prendre une direction différente qu'on n'aurait pas nécessairement pris sinon parce qu'on était confortable. Mais en réalité, c'est une expérience qui fait grandir. C'est ça. Cool. On arrive bientôt... on est rendu au mot de la fin. Je commencerai peut-être encore t'enquête avec toi, Claudia. Sur ces belles paroles que tu nous as dit, ce serait quoi ton mot de la fin? À moins que ça ressemble beaucoup aussi à ton mot de la fin, mais... Ça ressemble à mon mot de la fin. Je pense que ça le serait. Ben, merci beaucoup encore à Vincent pour avoir égayé notre journée. J'espère vraiment, j'ai aussi une pensée pour... la personne qui devait faire le passage sous le bandeau aussi. Parce que je sais la détresse, la solitude qu'on peut vivre quand on se sent comme ça, parce que c'est très difficile de se sentir compris. Puis souvent, c'est une détresse parce qu'on cherche à l'extérieur de nous quelque chose qui va nous sortir de l'eau. Puis il n'y en a pas. Il n'y a jamais rien à l'extérieur de nous qui peut nous sortir. Il y a des choses qui peuvent nous rassurer temporairement. Il y a des choses qui peuvent nous donner l'illusion qu'on contrôle quelque chose, mais en réalité, c'est à l'intérieur. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, j'envoie toutes mes meilleures pensées face à ça. Puis, tu sais, c'est pas une nécessité de faire le passage sur le bandeau. C'est pas une nécessité d'aller en maçonnerie, mais ce que ça l'a révélé à cette personne-là, j'espère qu'il va prendre le temps de chercher qu'est-ce que c'est pour lui. Puis si ça sera tout ce que son expérience maçonnique lui a rapporté, c'est énorme. Merci ma sœur. Frère Sylvain, je dirais que la plupart des écoles de mystère, les voies initiatiques, le chamanisme, nous enseignent qu'on doit passer de la tête au cœur. C'est le chemin le plus court en distance, mais le plus long en temps. Et ce passage-là fait en sorte qu'on arrive à un certain moment à pouvoir distinguer la voie des deux, c'est-à-dire la voie du mental où c'est tout est remis en doute, hein, c'est la petite voix qui dit c'est un arnaque cette affaire-là, ils te mentent, ils coupent des chèvres, ils font des sacrifices, mais non. Va voir sur Internet, tu vas voir, c'est satanique cette affaire-là. Et tu as la voie du cœur, c'est la voie la plus simple. Malheureusement, si je ferais une comparaison, le mental, c'est comme un show d'heavy metal avec des gros speakers, puis la voie du cœur, c'est le petit gars avec sa guitare sèche, c'est un petit banc qui joue. Fait qu'il faut fermer le gros système de son en arrière pour être capable d'entendre la voix du cœur. Et généralement, la voix du cœur, quand on va poser la question, et moi, je posais souvent cette question-là pour être capable d'entendre mon cœur répondre. Parce que le mental, lui, n'est pas programmé pour répondre à cette question-là. En fait, il va répondre avec un déluge de mots dans une constipation d'idées. Ça va être long comme ça.
Et le cœur, lui, va répondre tout simplement. Et la question que je me posais toujours, c'est que ferait l'amour dans cette situation? Et là, tu te tais puis t'attends. Et là, s'il y a un texte de long qui sort dans ta tête, c'est pas bon. S'il y a une phrase qui sort, un mot, juste un mot, tu sais, paix, pardonne, passe par-dessus, accepte. Mais ça, c'est ton cœur qui parle. Et devant toute situation, si on suit notre cœur, eh bien, les peurs vont avoir beaucoup moins d'influence sur nous. Ouais. Parce que le mental, lui, c'est sûr, sa job, il est là pour analyser, mettre tout ça dans une boîte, puis il veut nous protéger. Puis là, quand l'alarme sonne, parce qu'il n'y a pas le contrôle sur la situation, il fait appel aux émotions. Là, les émotions arrivent en renfort, puis disent « on s'en vient régler le problème, on va tout casser. » Fait que les émotions sont... puis là, moi, je suis pas psychologue, rien de ça, je vous parle de mon expérience, mais les émotions sont en réaction à ce qui est provoqué à travers le mental. Mais quand on descend dans la voie du cœur, cette voie-là qui a été enseignée par les rabbins, par les Premières Nations, par les peuples indigènes, par plusieurs philosophies à travers le monde qu'on retrouve là en termes de sagesse, bien, on peut trouver notre voie. Puis aujourd'hui, lorsqu'on voit des trucs sur Internet, on se pose la question, que ferait l'amour dans cette situation? Vous nous regardez, vous nous écoutez. Vous voyez bien qu'on n'est pas des criminels. Là. Tapez notre nom sur Google, là, faites des recherches, là, vous ne trouverez rien parce que on est des gens droits. Oui, ça existe des loges où qui pratiquent le satanisme. Mais oui, ça existe. Mais c'est pas de la maçonnerie, ça. Ça, ce sont des usurpateurs de la franc-maçonnerie. Et tu sais, aujourd'hui, avec l'Internet, il y a tellement de fraude partout à travers le monde. C'est tellement présent. On n'était pas préparé à ça, à cette venue-là. Avant, on était enfermés dans notre petit Canada, là, avec nos barrières tout le tour, puis on connaissait pas ça, la fraude là, qui circule sur le net. Et là, on fait face à ça, puis on n'était pas préparé. Oui. Donc, c'est normal. Donc, maintenant, allez en paix. Puis, mes filles, ça, si vous avez des doutes, là, mais écrivez-nous. Mais venez vivre l'expérience maçonnique, c'est une belle chose. Et oui, ça existe des usurpateurs puis des fraudeurs en maçonnerie. On l'a vu avec des Illuminati là, qui nous vendaient des grades ou des trucs de même. Mais venez nous voir, on est là, on va répondre à vos questions. Ça va nous faire plaisir. info@soulbando.ca pour ceux qui veulent avoir plus d'informations. Sylvain, ça va faire plaisir de répondre à tous vos courriels. Mais oui. Mais t'as raison. T'as raison. Puis merci en passant pour ton mot de la fin, Sylvain. Puis ça me fait penser, tu sais, que quand tu parles d'usurpateurs, juste même récemment, tu sais, Facebook ont changé leur... depuis qu'on est rendu dans le metaverse, là, c'est tellement stupide, là, mais ça, c'est un autre sujet. Mais Facebook a changé leur fonction pour les groupes. Donc, maintenant, quand les gens veulent se rajouter dans un groupe, par exemple, quand on parle de notre groupe à nous, qui est en fait sous le bandeau, que tout le monde peut joindre, mais il y a aussi un autre groupe qui est public, mais que les gens doivent répondre à des questions, c'est la franc-maçonnerie au Québec, qui est un groupe profane, public, qui est géré par moi, toi, puis certains frères, et... les gens profanes peuvent venir sur ce forum, sur cette page, sur ce groupe-là, en fait, puis répondre, poser des questions, on peut leur répondre et tout ça. Et souvent maintenant, les groupes d'usurpateurs, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils viennent se joindre et là, ils veulent poster, parce que maintenant, ils peuvent poster sans mon autorisation sur la page, mais en fait, ils peuvent poster, je dois les approuver. Et là, je commence à voir des posts de gens vraiment random qui disent justement, pour devenir Illuminati, franc-maçon, vous devez envoyer un texto à WhatsApp par tel numéro. Ça arrive vraiment beaucoup ces temps-ci. Là. On voit ça de plus en plus. À tous les jours, là, j'en ai au moins un qui s'essaie toujours sur ces forums-là. Donc, c'est toujours nature très courante. Puis je pense que ça va continuer de plus en plus à arriver. Là. Donc, le discernement, c'est très important. Puis de regarder qu'est-ce qui peut être bon, qu'est-ce qui peut pas être bon pour moi. Puis justement, c'est la vérité, c'est pas ma vérité là-dedans. Donc... oui, ça fait bien réfléchir. Puis il y avait quoi d'autre que je voulais dire, mais je m'en souviens plus. Fait que c'est pas grave, ce sera pour une autre émission. Pour moi, ce qui est mon mot de la fin, effectivement, moi aussi, à toi, mon ami, je te dirais un simple petit passage de l'Évangile, en fait, du prologue de Saint Jean, qui dit que la lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point comprise. Donc, soit c'est une belle lumière, puis malgré que toutes les autres personnes peut-être te comprendront pas, mais toi, essaie de te comprendre pour donner une meilleure personne, puis de
de faire grandir cette lumière-là puis la déployer partout. Fait que ça, c'est mon message que j'ai pour toi, en espérant que tu te portes bien puis que, tu vois, dans ces temps de fête et dans ces temps des fêtes, je fais juste souhaiter que du bonheur pour cette personne-là, en souhaitant qu'elle ait toute la paix et la sérénité qu'elle puisse avoir. Donc, sincèrement, là, un grand merci pour cette inspiration-là qu'on a pu avoir aujourd'hui grâce à cette personne-là. Merci à nos membres Patreon. Comme vous le savez, nous avons toujours 4 forfaits. Le forfait à 3$, le forfait à 5$, le forfait à 7$ et le fameux forfait du roi du monde, le king des Illuminati, bon, je vais arrêter d'en rajouter, là, mais le très illustre patron à 33$. Tous ces sous-là, en fait, permettent de payer nos serveurs web. Donc, un grand merci à tous ces gens-là. Et vous pourrez les voir maintenant, les noms passés ici, parce qu'on est quand même rendu une vingtaine de membres Patreon, donc les dire un par un, ça vient quand même très long, mais on a un générique habituellement qui s'affiche présentement comme ça ici. Et on remercie tous ces gens-là qui nous aident beaucoup. Merci aussi, d'ailleurs, à YouTube, je ne sais pas si vous le saviez, là, je pense que je vous en avais déjà parlé, mais c'est un peu débile qu'est-ce qui se passe présentement. En 1 an sur YouTube, on est rendu à plus de 80 000 visionnements. C'est fou. Les vlogs fonctionnent super bien aussi. D'ailleurs, vous irez voir, là, pour ceux qui ne m'ont pas suivi dans ma fameuse aventure aux États-Unis, je suis allé visiter la Grande Loge du Texas. Hein. La Grande Loge du Texas, je suis allé voir aussi le Hillcrest Lodge 1318, une super de belle loge centenaire aussi. On est allé à Las Vegas, moi puis Mathieu, donc c'était quand même assez agréable de voir ça, mais ça, c'était pas un voyage maçonnique, là, c'était la partie plus amusement, mais c'est pas grave, on a quand même fait un vidéo là-dessus. Donc, vous irez voir ça sur notre page YouTube, donc youtube.com/sous le bandeau. On a aussi notre page Facebook, facebook.com/sous le bandeau, et notre site web, le sous le bandeau.ca. Vous pouvez nous écouter sur notre page, en fait, sur notre page web. Vous pouvez nous écouter sur YouTube, comme je disais tantôt, mais on est aussi sur Spotify, sur Apple Music, Google Podcasts. On est un peu partout sur les internets. Merci aussi à radiodelta.fr qu'on est diffusé chez eux, Balado Québec, RZO Web. Donc, peu importe où vous êtes sur Internet, on est pas mal là. Donc, peu importe où vous êtes sur la planète, nous allons vous trouver. Exactement. Mais oui, je dois avoir un son pour ça. Non, j'ai pas de son pour ça. C'est parfait! Donc, un grand merci à tout le monde. Merci à vous deux d'avoir été là. Puis on vous dit au mois prochain, on espère, au mois prochain, au mois de décembre, en fait, qui est quand même assez proche. Là, je pense qu'on parle de mardi prochain, là, mais on risque d'avoir les grands maîtres, là, le sujet des grands maîtres qu'on voulait avoir. Là, donc, on réussit à avoir la disponibilité pour les grands maîtres. Là, donc, on va peut-être agrandir la table, finalement. Là. Donc, là-dessus, en mon nom, et je vous dis... au mois prochain pour une autre émission sur le bandeau. Bye bye!